septembre 1290. La petite Margaret, 7 ans, reine d'Écosse, meurt en mer avant même d'avoir posé le pied dans son royaume. Le trône se retrouve vide. 13 nobles se disputent la couronne. L'Écosse est au bord de la guerre civile. Les seigneurs écossais, incapables de trancher, font l'erreur fatale. Ils demandent à Édouard Ier d'Angleterre d'arbitrer. Édouard saisit l'occasion comme un loup affamé. Il ne cherche pas un compromis. Il veut l'Écosse. Il choisit John Balliol, un noble faible qu'il pense pouvoir contrôler comme une marionnette. Au début, Balliol obéit. Il signe les documents qu'Édouard lui présente. Il prend les décisions qu'Édouard lui dicte. Mais en 1295, Balliol trouve enfin un peu de courage. Il refuse de suivre Édouard dans sa guerre contre la France. Pire encore, il signe une alliance avec les Français, les ennemis jurés de l'Angleterre. Édouard voit rouge. Mars 1286, l'armée anglaise traverse la frontière. À Berwick, Édouard massacre la garnison écossaise et incendie la ville. Les chroniques parlent de 8000 civils tués en 2 jours. Les rues ruissellent de sang, les maisons brûlent. C'est un avertissement brutal. Voilà ce qui attend ceux qui défient l'Angleterre. Le 27 avril 1296, à Dunbar, l'armée écossaise tente de résister. Elle est écrasée en quelques heures. Les nobles écossais tombent les uns après les autres. Balliol, paniqué, se rend le 10 juillet à Bréchin. Édouard le dépouille de ses insignes royaux devant toute sa cour. On arrache les armoiries de son tabard. Balliol n'est plus roi, il n'est plus rien. Édouard convoque ensuite tous les nobles écossais. Un par un, ils viennent signer le Ragman Roll, un document reconnaissant Édouard comme leur suzerain. 2000 noms apparaissent sur ce rouleau de parchemin. L'Écosse cesse d'exister en tant que nation indépendante. Elle devient une province anglaise. Les garnisons anglaises s'installent dans les châteaux écossais. Des administrateurs anglais arrivent pour collecter les impôts. Parmi eux, Hugh de Cressingham, nommé trésorier de l'Écosse occupée. Cressingham est un bureaucrate obsédé par l'argent. Il presse le peuple écossais comme un citron pour remplir les coffres du roi. Les taxes deviennent écrasantes, les familles peinent à nourrir leurs enfants. Cressingham s'enrichit. Les Écossais le détestent avec une passion viscérale. L'occupation anglaise pèse lourd. Les soldats anglais campent dans les villages écossais. Ils réquisitionnent la nourriture. Ils violent les femmes. Ils battent ceux qui protestent. Les lois anglaises remplacent les lois écossaises. Les juges anglais rendent la justice. L'anglais devient la langue de l'administration. L'Écosse est humiliée, occupée, brisée, mais sous la surface, la colère monte. Dans les tavernes, on murmure des paroles de révolte. Dans les fermes isolées, on cache des armes. Dans les forêts, des hommes commencent à se rassembler. La résistance germe dans l'ombre. Mai 1297. Dans la ville de Lanark, William Wallace tue le shérif anglais William de Hazelrig. Les versions divergent sur les raisons exactes. Certains disent que les Anglais ont tué la femme de Wallace, Marion Bradefute, et brûlé sa maison. D'autres parlent d'une dispute qui a dégénéré. Les détails importent peu. Le résultat est clair. Wallace devient un hors-la-loi recherché avec une prime sur sa tête. Qui est cet homme? On sait peu de choses sur Wallace avant 1297. Il est né près de Paisley, probablement vers 1270. Son père, Alan Wallace, était un petit propriétaire terrien, pas noble, pas riche, juste un homme qui possédait quelques hectares de terre. William n'a reçu aucune formation militaire formelle, aucune éducation chevaleresque dans les cours des grands seigneurs. C'est un homme du peuple, mais quand il tue le shérif et s'enfuit dans les forêts, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les mécontents affluent vers lui. Des paysans qui en ont marre de l'occupation, des petits nobles ruinés par les taxes de Cressingham, des soldats déserteurs, des bandits, des prêtres patriotes. En quelques semaines, Wallace commande plusieurs centaines d'hommes. Il ne leur promet pas la gloire ni la richesse. Il leur promet la vengeance, et il tient parole. Wallace commence une campagne de guérilla brutale. Ces hommes attaquent les patrouilles anglaises isolées. Ils brûlent les granges qui stockent le grain pour les garnisons anglaises. Ils massacrent les collecteurs d'impôts. Ils tendent des embuscades sur les routes.
Les Anglais envoient des détachements pour les capturer. Wallace les écrase. Il connaît le terrain. Il frappe vite et disparaît dans les forêts de Selkirk avant que les renforts arrivent. Les nobles Écossais observent de loin. Beaucoup ont signé le Ragman Roll. Ils ont juré fidélité à Édouard. Leurs terres, leurs châteaux, leurs richesses dépendent de la bonne volonté du roi anglais. Se rebeller signifierait tout perdre. Alors il reste passif, attendant de voir qui va gagner. Mais Wallace s'en fout. Il n'a pas de terre à perdre, pas de château à protéger, pas de titre à préserver. Il est libre de se battre sans compromis, et cette liberté le rend dangereux. Les victoires de Wallace inspirent d'autres. Dans tout le sud de l'Écosse, des groupes de résistance se forment. Les garnisons anglaises commencent à avoir peur de sortir de leurs forteresses. Les routes ne sont plus sûres. Les Anglais perdent le contrôle de la campagne. Ils tiennent encore les villes et les châteaux. Mais entre eux, c'est le territoire de Wallace. Pendant que Wallace se bat dans le sud, un autre homme se soulève dans le nord, Andrew de Moray. Lui est noble. Fils de Sir Andrew Moray de Petty, seigneur d'Avoch Castle sur le Blackheath. Une famille respectée, avec des terres et une histoire militaire. En avril 1296, à la bataille de Dunbar, les Anglais capturent Andrew et son père. Le père est envoyé à la Tour de Londres où il mourra en captivité. Andrew, plus jeune, est emprisonné au château de Chester. Mais en 1297, il s'évade. Personne ne sait exactement comment. Les chroniques ne donnent pas les détails. Il s'échappe simplement, traverse l'Angleterre, retourne en Écosse. En mai 1297, Andrew lève l'étendard de son père à Avoch Castle. C'est un signal, une déclaration de guerre. En quelques semaines, le nord de l'Écosse explose en rébellion. Les hommes affluent vers Moray. Il prend Inverness, puis Elgin, puis Banff, puis Aberdeen. Une ville après l'autre tombe. Les garnisons anglaises se rendent ou sont massacrées. Moray n'est pas comme Wallace. Il a reçu une formation militaire. Il comprend la logistique, la stratégie à grande échelle, le commandement d'armée. Sa campagne dans le nord est méthodique, organisée, dévastatrice. En 3 mois, il libère presque tout le nord de l'Écosse. Édouard Ier, occupé à guerroyer contre les Français en Gascogne, envoie des nobles écossais qu'il a relâchés pour écraser la rébellion de Moray. Parmi eux, Henry Shane, évêque d'Aberdeen, Gartenay de Mar et John Comyn, comte de Buchan. Il rencontre Moray en Speyside. Mais au lieu de combattre, il le laisse partir. Ils prétendent que le terrain les empêchait d'attaquer. Édouard ne les croit pas. Il soupçonne qu'il sympathise secrètement avec les rebelles. Fin août 1297, Wallace dans le sud et Moray dans le nord contrôlent la majeure partie de l'Écosse. Seules quelques villes côtières et forteresses majeures restent aux mains des Anglais. Dundee, assiégé par les rebelles, envoie des appels désespérés à l'aide. Début septembre, les 2 rebelles se rencontrent près de Dundee. Wallace et Moray unissent leurs forces. Ensemble, ils commandent peut-être 2000 hommes, peut-être un peu plus. Les chiffres exacts sont inconnus, mais c'est une force significative, et ils marchent vers Stirling. Stirling n'est pas une ville ordinaire. C'est le verrou de l'Écosse. La seule route sûre entre les Lowlands au sud et les Highlands au nord passe par Stirling. Celui qui contrôle Stirling contrôle le passage. Celui qui contrôle le passage contrôle l'Écosse. Le château de Stirling se dresse sur un rocher volcanique qui domine la plaine environnante. C'est une forteresse naturelle, presque imprenable. En 1286, les Anglais l'ont prise et y maintiennent une garnison. Mais le château n'est utile que si on peut traverser la rivière Force qui serpente en contrebas. La Forte est large et profonde. Impossible à traverser à gué pour une armée, sauf en quelques endroits éloignés. Le point de passage principal est le pont de Stirling. Un pont en bois, étroit, vieux, assez large pour laisser passer 2 cavaliers côte à côte, pas plus. Pour une armée de plusieurs milliers d'hommes, traverser ce pont prendrait des heures. Wallace et Moray arrivent à Stirling début septembre. Ils ne tentent pas d'assiéger le château, ils n'ont pas l'équipement pour ça. Pas de machine de siège, pas d'échelle, pas de tour de siège. Au lieu de ça, ils occupent Abbey Craig, une colline située au nord de la rivière, face au pont.
De là-haut, la vue est parfaite. Il voit le château au sud, le pont qui traverse la Force, la plaine marécageuse au nord de la rivière, toute l'armée anglaise qui approche. Ils voient tout et peuvent planifier en conséquence. La position est brillante. Abbey Craig domine le terrain au nord du pont. Toute armée qui traverse se retrouve coincée dans une boucle formée par la rivière. La forte serpente en formant une large courbe. Les soldats qui traversent le pont entrent dans cette boucle avec l'eau sur 3 côtés. Pas de place pour manœuvrer, pas d'espace pour déployer une grande armée. Un piège naturel parfait. Wallace et Moray étudient le terrain pendant des jours. Ils observent le pont. Ils mesurent la distance entre Abbey Craig et le pont. Ils identifient les zones marécageuses où les chevaux s'enfonceront. Ils calculent combien de temps il faudra pour qu'un nombre significatif d'Anglais traverse. Ils planifient chaque détail. C'est probablement Moray qui conçoit le plan tactique. Il a l'expérience militaire. Il comprend comment exploiter le terrain. Wallace apporte le courage et le charisme, mais Moray apporte la science de la guerre. Ensemble, ils créent un piège mortel. Édouard Ier est toujours en France, mais il reçoit les rapports sur la rébellion écossaise. Il est furieux. Il ordonne à John de Warenne, comte de Surrey, de remonter en Écosse et d'écraser les rebelles une bonne fois pour toutes. Warenne a 66 ans. C'est un vieux soldat, un vétéran des guerres d'Édouard. Il a combattu au pays de Galles, en France, en Écosse lors de la campagne de 1286. Il en a assez. Il veut rester dans son domaine du sud de l'Angleterre, profiter de ses dernières années. Mais le roi commande. Warenne obéit. Il rassemble une armée à Berwick. Les chiffres varient selon les sources. Les chroniques contemporaines parlent de 8 à 12 000 hommes. Probablement une exagération, mais c'est certainement une force imposante. Des chevaliers en armure complète, des archers gallois avec leurs arcs longs redoutables, des fantassins anglais, des nobles écossais loyalistes avec leur propre contingent. Avec Warenne vient Hugh de Cressingham. Le trésorier veut s'assurer que la campagne ne coûte pas trop cher. Chaque jour de campagne coûte de l'argent. Les soldats doivent être payés, les chevaux nourris, les provisions achetées. Cressingham veut une victoire rapide et économique. L'armée marche vers le nord en août 1297. Il passe par Édimbourg, remonte vers Stirling. C'est une machine de guerre professionnelle. Les chevaliers portent des armures complètes qui pèsent 60 kilos. Leurs destriers sont des chevaux de guerre massifs, entraînés à charger sans peur. Les archers gallois peuvent percer une armure à 100 mètres. Les fantassins sont des soldats expérimentés qui ont déjà combattu. Sur le papier, c'est un massacre annoncé. Les rebelles écossais sont des paysans mal équipés. Ils ont des lances, des boucliers, des couteaux, presque pas d'armure, aucune cavalerie lourde, aucun archer professionnel. Comment peuvent-ils espérer vaincre une armée anglaise professionnelle? Warenne pense la même chose. Il ne craint pas les rebelles. Ce sont des amateurs, des bandits. La campagne sera courte. Il va traverser le pont, écraser Wallace et Moray, et rentrer chez lui avant l'hiver. Début septembre, l'armée anglaise arrive à Stirling. Warenne établit son camp au sud de la rivière, près du château. De l'autre côté de la Force, sur Abbey Craig, il voit les rebelles. Une petite force comparée à la sienne. Il sourit. Ce sera facile. Le 10 septembre, Warenne envoie des émissaires aux rebelles. D'abord James Stuart, le grand sénéchal d'Écosse, et Malcolm, comte de Lennox. Les deux sont officiellement avec l'armée anglaise, mais leur loyauté est douteuse. Ils sont écossais. Leur cœur balance. Stuart et Lennox traversent le pont et grimpent Abbey Craig. Ils parlent avec Wallace et Moray. Ils leur demandent de se disperser, de déposer les armes, de faire la paix. Warenne promet la clémence si les rebelles se rendent maintenant. Wallace et Moray écoutent poliment, puis ils refusent. Ils ne sont pas là pour négocier, ils sont là pour se battre. Stuart et Lennox redescendent et rapportent l'échec de leur mission. Warenne n'est pas surpris. Il envoie alors 2 moines dominicains. Peut-être que des hommes de Dieu réussiront là où les nobles ont échoué. Les moines traversent et parlent aux rebelles. Ils offrent les mêmes termes. Rendez-vous et tout sera pardonné. Continuez et vous mourrez tous. Wallace répond et sa réponse est rapportée par le chroniqueur Walter de Guisborough.
Dites à vos maîtres que nous ne sommes pas venus ici pour faire la paix, mais pour livrer bataille, défendre nos vies et libérer notre royaume. Qu'ils viennent nous combattre, nous sommes prêts. » Les moines retournent avec cette réponse. Warren hésite encore. Traverser ce pont étroit avec une grande armée est risqué. Si quelque chose tourne mal, la retraite sera difficile. Un de ses chevaliers, Richard Lundy, un Écossais qui combat pour les Anglais, propose une alternative. Il connaît un gué à 3 kilomètres en amont, au lieu-dit Dripford. Là, 60 cavaliers peuvent traverser simultanément. Lundy suggère d'envoyer une force de cavalerie par ce gué pour prendre les rebelles sur le flanc pendant que l'infanterie traverse le pont. C'est un bon plan, tactiquement solide. Cela diviserait les rebelles et leur enlèverait l'avantage du terrain. Warren commence à considérer l'option. Mais Cressingham intervient. Le trésorier en a assez. Chaque jour qui passe coûte de l'argent. Les soldats mangent les provisions. Les chevaux consomment le foin. Le roi sera furieux si cette campagne traîne en longueur et coûte une fortune. « Pourquoi perdre plus de temps ?» demande Cressingham. « Pourquoi gaspiller l'argent du roi? Nous avons une armée supérieure. Traversons le pont et finissons-en. » Les chevaliers anglais approuvent. Ils sont impatients de se battre. Ils veulent la gloire. Faire un détour par un gué lointain ne leur semble pas glorieux. Charger frontalement et écraser les rebelles, voilà qui est digne. Warren, fatigué, et peut-être influencé par l'impatience de son entourage, donne finalement l'ordre. L'armée traversera le pont à l'aube du 11 septembre. Attaque frontale, pas de subtilité. La force brute contre les rebelles. C'est exactement ce que Wallace et Moray espéraient. Le matin du 11 septembre, Warren dort tard. Il faut le réveiller. Quand il arrive enfin au pont, il tergiverse encore. Il donne l'ordre de traverser, puis change d'avis. Les soldats commencent à traverser, puis reçoivent l'ordre de revenir. Warren hésite pendant des heures. Cressingham devient fou. Il presse Warren de se décider. Finalement, vers la mi-matinée, l'ordre définitif est donné. L'armée va traverser. Cressingham lui-même mène l'avant-garde. C'est inhabituel pour un trésorier, mais il veut prouver son courage. Avec lui vient Marmaduke de Twenge, un chevalier expérimenté. La cavalerie lourde avance en premier. Derrière eux viennent les fantassins, puis plus de cavalerie, puis l'infanterie de réserve. Le pont ne laisse passer que 2 cavaliers de front. La progression est lente, les sabots résonnent sur les planches de bois, les chevaux avancent prudemment. Certains renâclent, sentant le danger, leurs cavaliers les forcent à continuer. De l'autre côté du pont, il y a une chaussée surélevée, un chemin de terre qui traverse la plaine marécageuse jusqu'au pied d'Abbey Craig. Les soldats qui traversent empruntent cette chaussée. Ils entrent dans la boucle de la rivière. L'eau les encercle sur 3 côtés. Le pont derrière eux. Devant eux, la colline, où attendent les rebelles. Wallace et Moray observent depuis Abbey Craig. Ils voient les Anglais traverser. 1, 2, 10, 50, 100, 2, 100. La colonne grossit lentement. Les chevaliers forment des rangs serrés sur la terre ferme, attendant que plus de troupes traversent avant de charger. Wallace compte. Il calcule. Combien d'Anglais peuvent tenir dans cette boucle avant que l'espace soit saturé? Combien peut-il en laisser passer sans risquer d'être submergé? Les chroniques disent qu'il a attendu jusqu'à ce que autant d'ennemis aient traversé qu'il croyait pouvoir vaincre. C'est un jugement délicat. Trop peu et la victoire ne signifie rien. Trop et c'est le désastre. Sur la rive sud, Warren observe aussi. Il voit ses hommes traverser. Il commence à se sentir rassuré. Tout se passe bien. Les rebelles n'attaquent pas. Peut-être ont-ils peur. Peut-être vont-ils fuir avant même que la bataille commence. Il se trompe. Wallace lève la main. Les schiltrons écossais se préparent. Un schiltron est une formation circulaire ou rectangulaire de lanciers serrés. Chaque homme tient une lance de 12 pieds. Les lances pointent vers l'extérieur comme les piquants d'un hérisson. C'est une formation défensive normalement, mais Wallace l'a transformée en arme offensive. Il abaisse la main. Les schiltrons descendent d'Abbey Craig comme une avalanche humaine. Des centaines d'hommes dans des formations serrées, leurs longues lances devant eux, courant droit vers les Anglais qui ont traversé. Les chevaliers anglais voient la charge.
Ils tentent de se déployer, de former une ligne, de préparer leur propre charge. Mais il n'y a pas assez d'espace. Ils sont coincés sur l'étroite chaussée. Derrière eux, plus de troupes traversent encore le pont, bloquant toute retraite. Les schiltrons frappent comme un marteau. Les chevaux anglais, face à la muraille de lance, refusent de charger. Ils s'arrêtent, hennissent, se cabrent. Leurs cavaliers les éperonnent, les frappent, les forcent. Quelques chevaux foncent quand même et s'empalent sur les lances. Ils tombent, jetant leurs cavaliers au sol. Un chevalier en armure complète qui tombe de son cheval est presque impuissant. L'armure pèse 60 kilos. Il ne peut pas se relever seul. Il gît là, attendant qu'un écuyer vienne l'aider. Mais il n'y a pas d'écuyer ici. Il n'y a que des Écossais avec des couteaux qui glissent des lames dans les joints de l'armure, sous les bras, dans le cou, à l'aine. Les chevaliers meurent en quelques secondes. Cressingham est parmi les premières victimes. Son cheval est touché. Il tombe. Les Écossais se jettent sur lui. Il disparaît sous les lances et les couteaux. Le trésorier du roi d'Angleterre meurt dans la boue écossaise. La bataille se transforme en massacre. Les Anglais qui ont traversé sont pris au piège. Pas d'espace pour manœuvrer, pas de place pour se replier. Les schiltrons avancent implacablement, poussant les Anglais vers la rivière. Certains soldats anglais tentent de fuir. Ils courent vers la forte et tentent de nager. Mais leurs armures les entraînent vers le fond. Ils se débattent, crient, coulent. L'eau se teinte de rouge. Des dizaines, puis des centaines d'hommes se noient. D'autres tentent de retraverser le pont. Mais le pont est encore encombré de troupes qui traversent dans l'autre sens. Les fuyards se heurtent au renfort. C'est le chaos. Les hommes se bousculent. Certains tombent du pont dans l'eau. D'autres sont piétinés. Sur la rive sud, Warren voit le désastre se dérouler. Il hurle le désordre. Il essaie d'arrêter les troupes qui traversent encore. Mais dans la confusion, personne ne l'entend. Les soldats continuent d'avancer vers le pont, poussés par ceux derrière eux. Puis, dans un craquement énorme qui résonne dans toute la vallée, le pont cède. Les poutres se brisent sous le poids et la pression. Une section entière du pont s'effondre. Des dizaines d'hommes et de chevaux tombent dans la forte. Ils disparaissent sous l'eau. Quelques-uns refont surface, battant des bras, essayant désespérément de nager. La plupart coulent immédiatement, entraînés par leurs armures. Le pont est coupé. L'armée anglaise est divisée en deux. Au nord, plusieurs centaines de soldats sont piégés avec les Écossais. Au sud, le reste de l'armée regarde, impuissant. Les Écossais achèvent le travail, les schiltrons encerclant les Anglais survivants. Il n'y a pas de quartier, pas de prisonniers. Les rebelles tuent tout le monde. C'est brutal, sanglant, impitoyable. En 1 heure, tous les Anglais qui ont traversé sont morts. Sur la rive sud, la panique s'empare de l'armée anglaise. Les soldats voient leurs camarades massacrés. Ils entendent les cris. Ils voient le sang dans l'eau. La morale s'effondre. James Stewart et Malcolm de Lennox, les nobles écossais qui combattaient avec les Anglais, choisissent ce moment pour montrer leur vraie loyauté. Ils retirent leurs troupes de la ligne anglaise, puis Stewart va plus loin. Il attaque le train de bagages anglais dans les bois marécageux de The Powys. Ces hommes massacrent les serviteurs et les fuyards, pilent les provisions, brûlent les chariots. Warren comprend que tout est perdu. Il ordonne qu'on mette le feu au reste du pont pour empêcher les Écossais de traverser et de poursuivre. Puis il fuit. Le vieux comte de 66 ans galope vers Berwick, abandonnant son armée, son honneur, tout. Il ne s'arrête qu'après avoir mis des kilomètres entre lui et Stirling. Derrière lui, ce qui reste de l'armée anglaise se désintègre. Les soldats jettent leurs armes et fuient. Certains courent vers l'est, vers Édimbourg. D'autres vers le sud, vers la frontière. Les Écossais les poursuivent, les massacrant par dizaines. Le chroniqueur anglais Walter de Gisborough enregistre les pertes, 100 cavaliers et 5000 fantassins tués. C'est un désastre sans précédent. Une des pires défaites anglaises depuis des générations. Les pertes écossaises sont minimes, quelques dizaines d'hommes tout au plus, mais il y a une perte qui compte plus que toutes les autres. Andrew de Moray est grièvement blessé. Personne ne sait exactement quand ni comment. Peut-être une lance, peut-être une flèche perdue. Il survit à la bataille, mais sa blessure s'infecte.
Il mourra en novembre 1297, 2 mois après la victoire. Après la bataille, les Écossais parcourent le champ jonché de cadavres. Ils cherchent le corps de Cressingham. Ils le trouvent facilement. Son armure riche le distingue des soldats ordinaires. Ce qui suit est rapporté par plusieurs chroniques contemporaines, dont celle du prieuré de Lanercost. Les Écossais écorchent Cressingham. Ils enlèvent sa peau de la tête aux pieds, puis ils découpent cette peau en bandes. Selon la chronique de Lanercost, Wallace fait prélever une large bande du crâne au talon pour en faire un baudrier pour son épée. D'autres morceaux sont distribués comme trophées. Certains disent qu'on en a fait des sangles de sel. D'autres parlent de petits morceaux envoyés dans toute l'Écosse comme preuve de la victoire. C'est brutal, sauvage. Choquant même pour l'époque médiévale où la violence était monnaie courante. Mais ça envoie un message clair. Voilà le sort qui attend les oppresseurs de l'Écosse. Cressingham n'était pas juste un ennemi, il était le symbole de l'occupation, l'homme qui affamait les familles écossaises pour remplir les coffres anglais, l'homme qui collectait les taxes écrasantes, l'homme que tout le monde détestait. Sa mort et sa profanation sont une déclaration. L'Écosse n'accepte plus l'humiliation. Wallace fait autre chose aussi. Il ordonne qu'on garde le château de Stirling sous surveillance mais n'essaie pas de le prendre d'assaut. Warren y a laissé une garnison commandée par Marmaduke de Twenge, un des rares chevaliers anglais à avoir survécu en combattant héroïquement pour retraverser le pont. Twenge est un guerrier respecté. Wallace le laisse tranquille dans son château. Warren avait promis à Twenge qu'il reviendrait avec des renforts dans 10 semaines. Il ne reviendra jamais. Twenge finira par négocier une reddition honorable après des mois de siège. La nouvelle de Stirling Bridge se répand comme un incendie dans toute l'Écosse. Les garnisons anglaises, déjà isolées et nerveuses, commencent à paniquer. Elles sont coupées de tout renfort. Leurs lignes d'approvisionnement sont coupées. Wallace contrôle la campagne. Une par une, les forteresses anglaises tombent. Certaines se rendent sans combat, d'autres résistent et sont affamées jusqu'à la soumission. D'autres encore sont prises d'assaut. En quelques semaines, presque toute l'Écosse est libérée. Seuls 2 endroits majeurs restent aux mains des Anglais, Roxburgh et Berwick, tous deux sur la frontière, approvisionnés par l'Angleterre. Wallace est fait chevalier, probablement par Robert Bruce dans la forêt de Selkirk. C'est symbolique. Wallace n'est pas noble, mais son courage et sa victoire lui valent ce titre. Il est ensuite nommé gardien de l'Écosse, le titre le plus élevé en l'absence d'un roi. C'est lui qui dirige maintenant le pays. Mais Wallace n'oublie pas Moray. Bien que son camarade soit probablement déjà mort quand les documents officiels sont rédigés, Wallace s'assure que le nom de Moray apparaît aux côtés du sien. Les lettres envoyées aux nations étrangères sont signées conjointement par Andrew de Moray et William Wallace, commandant de l'armée du royaume d'Écosse. Une de ces lettres survit aujourd'hui, la lettre de Lübeck, adressée aux marchands hanséatiques d'Allemagne. Elle déclare que l'Écosse a retrouvé son indépendance et souhaite établir des relations commerciales. C'est une déclaration diplomatique que l'Écosse est de retour. Wallace commence aussi à administrer le pays. Il nomme des shérifs loyaux. Il restaure les lois écossaises. Il organise la défense. Il sait qu'Édouard reviendra. La victoire de Stirling n'est qu'une bataille. La guerre continue. Octobre-novembre 1297. Wallace ne se contente pas de défendre l'Écosse. Il contre-attaque. Il mène une armée dans le nord de l'Angleterre. Des milliers d'Écossais franchissent la frontière. Ce n'est pas une campagne de conquête, c'est un raid de terreur. Wallace veut terroriser les Anglais, leur montrer qu'ils ne sont plus en sécurité dans leur propre pays. Il veut aussi piller pour nourrir son armée et punir l'Angleterre pour l'occupation de l'Écosse. Les Écossais brûlent le Northumberland. Village après village disparaît dans les flammes. Les fermes sont pillées. Le bétail est volé. Les granges sont incendiées. Les habitants fuient vers le sud, terrifiés. Certaines chroniques anglaises parlent d'atrocités, de massacres, de brutalité extrême. Wallace ne nie pas. Il veut que les Anglais aient peur. Pendant un an, l'Angleterre a terrorisé l'Écosse. Maintenant, c'est le tour de l'Écosse de terroriser l'Angleterre. C'est brutal, mais c'est la guerre médiévale. Aucun côté ne fait de quartier. Les Écossais poussent jusqu'au sud de Newcastle avant de se retirer.
Ils reviennent en Écosse chargés de butin, des chariots de nourriture, des troupeaux de bétail, des coffres d'argent. Wallace distribue tout à ses hommes et aux villages écossais affamés par l'occupation. En Angleterre, la panique se répand. Le nord du pays est en flammes. Les nobles envoient des lettres désespérées au roi, exigeant protection. Mais Édouard est toujours en France. Il ne peut pas revenir immédiatement. Le raid prouve que l'Écosse n'est plus une victime passive. Elle peut frapper. Elle peut faire mal. Wallace devient une terreur pour les Anglais. Son nom, seul, inspire la peur. Janvier 1298, Édouard Ier revient en Angleterre dans une rage incontrôlable. Son armée a été massacrée par des paysans écossais. Son trésorier Cressingham gît écorché quelque part en Écosse. L'humiliation est totale. Il rassemble alors la plus grande armée qu'il ait jamais commandée et jure de détruire Wallace personnellement. Pas de négociation, pas de quartier, mort ou soumission totale. Wallace prépare l'Écosse pendant l'hiver. Il fortifie les positions, entraîne ses troupes, applique la tactique de la terre brûlée. Mais il commet une erreur fatale. Au lieu de continuer la guérilla qui a si bien fonctionné, il accepte de livrer bataille rangée. Peut-être par orgueil, peut-être sous la pression des nobles qui veulent défendre le pays honorablement. Juillet 1298, à Falkirk, tout change. Wallace n'a plus l'avantage du terrain. Pas de pont étroit, pas de piège naturel. Juste une plaine ouverte. Édouard a appris de Stirling. Ses archers gallois massacrent les schiltrons immobiles. Les lances ne peuvent rien contre les flèches. La cavalerie anglaise achève le travail. Wallace survit mais doit fuir. Il démissionne de son poste de gardien et continue la guérilla pendant 7 ans, mais il n'est plus le leader de l'Écosse. En 1305, trahi par des Écossais loyalistes, Wallace est capturé près de Glasgow. À Londres, le procès est une mascarade. Condamné pour trahison, il proteste qu'il n'a jamais juré allégeance à Édouard. Personne n'écoute. Le 23 août 1305, il subit l'exécution la plus horrible, pendu, éventré vivant, décapité, son corps coupé en 4 quartiers. Sa tête est exposée sur le pont de Londres. Édouard pense avoir gagné. Il se trompe. La mort de Wallace en fait un martyr. Robert Bruce se rebelle, remporte la victoire de Bannockburn en 1314 et en 1328, l'Angleterre reconnaît enfin l'indépendance de l'Écosse. Wallace et Moray ne verront jamais ce jour, mais leur rêve est réalisé. Stirling Bridge n'était pas de la chance. C'était un chef-d'œuvre de stratégie militaire basé sur 6 principes clés. Premièrement, le terrain. Abbey Craig offrait une vue parfaite du champ de bataille. Wallace et Moray pouvaient observer chaque mouvement, compter les Anglais qui traversaient, chronométrer leur attaque au moment parfait. Deuxièmement, l'exploitation des faiblesses. Le pont étroit annulait la supériorité numérique anglaise. 10 000 hommes ne servaient à rien si seulement 200 pouvaient combattre à la fois. Troisièmement, la boucle de la rivière créait un piège naturel. Les Anglais qui traversaient se retrouvaient coincés avec l'eau sur 3 côtés. Aucune possibilité de retraite ou de manœuvre. Quatrièmement, le timing parfait. Wallace a attendu que suffisamment d'Anglais traversent pour que leur destruction soit significative, mais pas assez pour être submergés. Un jugement délicat qu'il a exécuté parfaitement. Cinquièmement, l'innovation avec les schiltrons. Ces formations de lanciers ont prouvé que l'infanterie bien commandée pouvait vaincre la cavalerie lourde considérée comme invincible. Sixièmement, la psychologie. Wallace a compris que Cressingham était avide et Warren fatigué. Il a laissé Cressingham pousser Warren vers l'erreur fatale de traverser le pont. Moray mérite autant de crédit. La plupart des historiens pensent que c'était lui le cerveau tactique. Wallace avait le courage et le charisme, mais Moray avait l'expérience et la formation militaire. Si Moray avait survécu, Falkirk aurait peut-être été évité. Pendant des siècles, l'histoire a oublié Andrew de Moray. Wallace a eu les ballades, les statues, les monuments. Moray a eu l'oubli. C'est profondément injuste. Sa campagne dans le nord de l'Écosse était peut-être plus impressionnante que celle de Wallace au sud. En 3 mois, il a libéré tout le nord,
chassant les Anglais de ville en ville. Les historiens modernes argumentent que Moray était le vrai génie derrière Stirling. Il avait l'expérience pour concevoir un plan tactique aussi sophistiqué. La lettre de Lübeck montre le respect de Wallace. Même après la mort probable de Moray, Wallace a insisté pour que son nom apparaisse sur les documents officiels. Il aurait pu s'attribuer toute la gloire, mais il a honoré son camarade tombé. Moray est mort 2 mois après Stirling, probablement d'une infection. Il avait 27 ans. Sa femme enceinte donnerait naissance à un fils posthume qui deviendrait lui-même gardien de l'Écosse. Aujourd'hui, des historiens militent pour restaurer sa réputation. La vérité émerge. Stirling Bridge était la victoire de Wallace et Moray ensemble. Stirling Bridge enseigne 7 leçons qui transcendent l'époque médiévale. Le terrain est roi. La supériorité numérique ne garantit rien. La patience est cruciale. Comprendre l'ennemi est essentiel. L'innovation compte. Le moral est tout. Les erreurs coûtent cher. Ces leçons ont été apprises par d'autres. Les Flamands à Courtrai, les Suisses au XIVe siècle, les Anglais à Crécy et à Zincourt. Stirling Bridge a changé l'art de la guerre en prouvant que la cavalerie lourde n'était pas invincible. Stirling Bridge est devenu plus qu'une bataille. C'est le symbole qu'un peuple déterminé peut résister à un empire. Le monument de Wallace, cette tour de 67 mètres avec ses 246 marches, attire des millions de visiteurs qui viennent se connecter avec l'esprit de résistance. Le film Braveheart de 1995. Malgré ses inexactitudes flagrantes, pas de pont, Moray oublié, kilt anachronique, visage peint en bleu, a ramené Wallace dans la conscience mondiale. Les Écossais apprécient que le monde connaisse leur héros, mais ils veulent qu'on connaisse le vrai Wallace, pas la version hollywoodienne. Le vrai Wallace était brutal et complexe, mais aussi courageux, intelligent et déterminé. 7 siècles plus tard, pourquoi racontons-nous encore cette histoire? Parce que c'est David contre Goliath, l'opprimé contre l'oppresseur, l'impossible devenu possible. C'est une histoire sur le prix de la liberté, sur le leadership venu d'en bas, sur l'intelligence battant la force, sur l'arrogance punie et l'humilité récompensée. C'est finalement une histoire sur l'esprit humain indomptable. L'Écosse était conquise, occupée, humiliée, puis 2 hommes ont dit non, et ce non a changé l'histoire. Le 11 septembre 1297, Wallace et Moray ont prouvé que les petits peuvent vaincre les grands, que l'oppression n'est jamais permanente, que le courage et l'intelligence peuvent changer le monde. Cette leçon résonne toujours et résonnera pour les siècles à venir.